Alors, aujourd'hui, je reçois Frédéric Vial. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter rapidement et puis on passera à l'interview en elle-même. Donc, Frédéric Vial, vous êtes militant altermondialiste, c'est comme ça qu'il faut dire. Oui, comme ça. Membre d'Attaque depuis sa création. Donc, c'était en 96 98, 99. 98, pardon. 99. 99. Et vous êtes l'auteur donc de L'horreur européenne, un livre dont j'ai l'honneur et l'avantage d'être l'éditeur. Et dont Suzanne Georges, donc présidente d'honneur d'Attaque, qui sera bientôt l'invitée de cette émission, est la préfacière. Alors, bon, tout de suite, une petite incise, parce que on pourrait hurler au conflit d'intérêts, mais je tiens à expliquer que j'ai publié votre livre, d'une part parce qu'il était refusé ailleurs, c'est important à dire, donc dans un but de liberté d'expression, parce que c'est la ligne de ma maison d'édition, et j'ai trouvé que c'était un excellent livre, très bien écrit. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer brièvement d'où vient en fait la censure de ce livre? Je n'irai pas jusqu'à parler de censure parce que je ne crois pas que ce soit réellement la raison. Il y a de toute façon deux choses. C'est que de toute façon l'édition politique c'est un tout petit marché, donc je comprends aussi que les éditeurs ne publient pas tout, c'est normal qu'il y ait une sélection, enfin je pense. Et en même temps, ça vient aussi du fait que je porte dans ce livre un certain nombre d'idées qui ne sont pas nécessairement forcément bien reçues, y compris du côté des altermondialistes, notamment sur la question qu'est-ce qu'il convient de faire face aux délocalisations, face à la mondialisation qui entraîne des problèmes concernant les questions sociales internes, concernant le droit du travail, concernant les délocalisations d'entreprises. Bref, toute la question autour de la question de savoir si il faut militer pour un protectionnisme européen, c'est véritablement quelque chose qui encore aujourd'hui est très mal reçu ou très mal perçu, y compris de ce côté-là de l'échiquier politique. C'est fondamentalement l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est pour essayer de faire bouger un peu les lignes sur cette question. Parce que j'ai le sentiment, alors c'est peut-être un petit peu dur de dire des choses comme ça, mais j'ai le sentiment que, y compris certains de mes amis politiques, ont vis-à-vis de la notion du protectionnisme la même analyse que pourraient avoir, par exemple, les nationalistes vis-à-vis de la nation, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas tellement rationnel, voilà. Et j'ai essayé d'écrire, enfin j'ai écrit ce livre en me disant qu'il faut donner un certain nombre d'arguments, les étayer d'une manière solide pour arriver ensuite à montrer qu'il y a un problème vis-à-vis du libre-échange. Et comme il se trouve que l'Union européenne est le facteur essentiel de ce passage du libre-échange dans l'économie, dans la société avec toutes les conséquences, eh bien je me suis rendu compte qu'il fallait faire un livre sur l'Union européenne d'abord. Et là aussi, on a un petit problème. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce bouquin. De ce que vous nous expliquez là et de ce que j'ai pu lire dans votre livre, vous vous rapprochez en fait des concepts d'Emmanuel Todd, en fait, qui lui n'est pas classé comme altermondialiste, justement, c'est ce que vous dites. Donc, Alors, oui, alors après il y a la manière, il y a les conséquences politiques qu'on tire de ça, et sans doute qu'on ne sera pas proche, forcément, mais effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont dites par Emmanuel Todd par exemple, qui peuvent être intéressantes de ce point de vue-là. sur le protectionnisme européen notamment. Sur le fait qu'il est légitime que les États, c'est-à-dire les peuples, quand les États sont démocratiques pour autant qu'ils le sont, puissent prendre un certain nombre de mesures, y compris de mesures unilatérales, pour dire qu'à un moment donné, la règle du jeu, ce sont les populations qui la fixent et non pas qui les fixent, et non pas les entreprises transnationales, et non pas les traités de commerce internationaux. Voilà, c'est ça l'intérêt. D'ailleurs, on pourrait remarquer que les États-Unis eux-mêmes sont assez protectionnistes en termes de normes, en termes de protection de leur marché. Toutes les nations en fait puissantes, que ce soit le Japon, les États-Unis ou autres, sont protectionnistes. Oui, alors ça, de toute façon, ça fait partie des
comment dire, des légendes, hein, que le marché est libre et que la concurrence est libre et non faussée. Ça fait partie des légendes qui sont servies par les libéraux, qui aiment beaucoup fonctionner en pensée magique et avec des légendes. Évidemment, le marché parfait n'existe pas. Évidemment, la concurrence n'est ni libre ni non faussée, ça n'existe pas non plus. Et de toute façon, effectivement, je dis bien toutes les nations aujourd'hui puissantes, développées sur un point de vue économique et technologique, toutes les nations ont eu une époque où elles ont décidé de se protéger avant de développer leur capacité à l'exportation. Toutes. Les États-Unis comme les nations européennes, etc. Donc évidemment, le marché libre et non faussé, c'est de la flûte. Ça n'existe pas. Bon. À partir de là, effectivement, on le sert parce que ça fait partie aujourd'hui de ce qui est utile pour défendre un certain nombre d'intérêts qui sont des intérêts privés des entreprises transnationales. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser enfumer par ce genre de choses. Et en fait, dans votre thèse, moi, ce que je vois, parce que je viens de l'école Arbulot, on va dire, intelligence économique, et c'est qu'en fait, donc, cette école dit qu'il faut protéger des industries stratégiques pour le pays ou pour l'Europe. Bon. Donc finalement, vous vous rapprochez aussi de cette école-là, même peut-être sans en avoir conscience, mais eux disent la même chose que vous, là, plus ou moins. Après, si vous voulez, la manière dont on fait on organise ce type de protection, c'est quelque chose qui peut donner lieu à tout un tas de débats que je ne tranche pas dans le bouquin. Parce que je n'ai pas forcément d'idées intéressantes à dire sur la question. Bon. Moi, je serais plutôt pour, par exemple, qu'on réfléchisse en termes de coopératif, on va dire. Mais je veux dire que ce qui est important, c'est qu'on cesse, y compris du côté où je me situe politiquement, d'avoir cette crainte sur ces questions-là et d'avoir une espèce de tabou et de dire, bon, on met les choses sur la table, la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour qu'on puisse repenser sans les tabous habituels cette question-là. Et si après tout, il y a des idées, comme vous dites, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai pas forcément de tabou de ce point de vue-là. Enfin, toutes les idées peuvent être bonnes dès lors qu'elles font partie du débat et dès lors que le débat a lieu et qu'à un moment donné, une fois que ce débat a eu lieu, il y ait une orientation politique qui soit prise et qu'on s'y tienne. Donc, pour bien comprendre, qu'est-ce que votre livre, donc, dont le titre fait référence à ce livre de Viviane Forester, donc l'horreur économique, qui avait eu un grand écho à l'époque, qu'est-ce que votre livre apporte de plus ou de différent sur l'Union européenne? Pourquoi la qualifiez-vous d'horreur? Parce que je me suis rendu compte en travaillant, le point de départ de mon travail, c'est véritablement le commerce, le libre-échange. Et en travaillant, je me suis rendu compte que constamment j'étais amené à me confronter à l'Union européenne, enfin me confronter. Et plus exactement, les populations sont constamment confrontées à ça. Et le problème majeur finalement que pose l'Union européenne, c'est le problème de la démocratie. Et fondamentalement, le problème de la démocratie, c'est un problème politique et culturel. C'est-à-dire, c'est le fond même de notre modèle de société. Et l'Union européenne, contrairement à ce pourquoi elle se vend, pose constamment un problème d'évitement et d'évidement de la démocratie. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce livre de cette manière-là, en reprenant le titre de Forester, parce que les questions démocratiques sont fondamentales, finalement, et elles sont aussi bien politiques que culturelles. D'où le titre. D'accord. Et alors, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est pourquoi est-ce que vous imputez au marché un déficit démocratique qui est aussi, ou surtout, le fait des États qui ont mis en place cette construction européenne? Je n'impute pas, enfin, c'est pas une question d'imputer au marché. Je vois simplement que les États, en fait, se désarment vis-à-vis du marché et les dirigeants, depuis un petit moment, les dirigeants des États refusent de tenir leur rôle qui consisterait au minimum à juguler ce marché, c'est-à-dire à la tenir à la jugulaire, puisque le minimum, ça devrait être ça. Et à partir du moment où les États, les dirigeants laissent complètement les marchés dérégulés, évidemment, ils prennent la place qu'on leur laisse aussi. Alors, il y a un numéro de duettiste, hein. Il y en a un qui épluche les oignons et les qui pleurent dans ce système-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une interpénétration. Alors après, notamment par le jeu des lobbies.
qui interviennent lourdement pour modifier les politiques des États. Mais ce n'est pas une question d'imputer spécialement à l'un ou à l'autre. La conséquence aujourd'hui, c'est que la démocratie reste une démocratie de façade à partir du moment où les questions fondamentales ne sont plus traitées. Je veux dire que les populations sont déprises des questions fondamentales par le système mis en place par l'Union européenne. Oui, et en même temps, ce que j'entends là, c'est que l'État, c'est lui qui a baissé la garde, en fait. Donc certes, le marché est là, il joue son rôle, etc. Mais si l'État avait été fort, il n'y aurait pas peut-être pas tous ces problèmes-là. Il y a eu un certain nombre, on peut refaire l'historique, je veux dire, ce que nous connaissons aujourd'hui ne relève pas de la nécessité comme la pluie qui tombe ou l'eau qui mouille. C'est un certain nombre de décisions qui sont d'abord des décisions politiques, qui consistent à déréguler, déréglementer, décloisonner les marchés, financiers notamment, de sorte qu'ils interviennent profondément et de plus en plus profondément dans l'économie, et qu'à un moment donné, il y a un effet de basculement qui fait que eh bien, les entreprises, les marchés financiers peuvent imposer leurs lois largement au-delà de ce qu'elles pouvaient il y a simplement 30 ans. Et ça, c'est des décisions politiques qui ont permis ce genre de choses. On peut les dater, hein. On peut voir par exemple en France la décision qui a été prise en 82-83 de décloisonner les marchés financiers, et de ce point de vue-là, une décision inaugurale d'un changement, d'un basculement qui permet ensuite au marché financier de prendre une place déterminante, cruciale, considérable, au-delà même de ce qui est souhaitable, y compris si on reste dans une logique purement capitaliste. Donc, et d'ailleurs, il est ironique que ce soit la gauche qui soit la responsable de ce décloisonnement du marché. Oui, enfin plus exactement le Parti socialiste. Voilà, Mitterrand, plus précisément encore. Enfin, est-ce qu'il était de gauche ? Là, c'est toujours un débat, enfin. L'histoire tranchera. Alors, je pense que l'histoire a tranché. Alors, j'aimerais vous demander quand même, est-ce que pour vous, tout ce que fait l'État, et on vient de le voir, bon, est-ce que tout ce que fait l'État est forcément bien ? Est-ce que les services publics, tout est forcément bien quand on a un service public en face de soi, à la poste par exemple, et qu'on attend des heures, ça c'est l'expérience de tout un chacun. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas une critique à formuler aussi à laquelle le marché pourrait apporter une réponse partielle, c'est-à-dire que là on voit la Poste est en train de se privatiser, mais les queues ont diminué. Là où j'habite en tout cas, alors après, c'est un exemple. Parce que vous habitez dans un quartier chic. La différence entre l'État et le marché, c'est qu'il est possible que l'État soit contrôlé démocratiquement. C'est pas forcément facile, c'est pas toujours le cas, c'est pas nécessairement le cas, mais c'est possible. Et on sait bien aussi que la démocratie, c'est quelque chose qui est un objectif à atteindre. Ça n'est jamais parfait, ça n'existe jamais parfaitement, tout simplement parce qu'une société parfaite n'existe pas. Et d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire heureusement, la démocratie est un combat permanent qui peut se mener dans le cadre d'une organisation collective politique qui aujourd'hui, celle que nous connaissons au moins au niveau national, c'est l'État. Bon. Nous en connaissons une autre qui est au niveau européen, qui est l'Union européenne, et qui, elle, pose un certain nombre de problèmes. Ce qui est certain, c'est que dans un système de marché, la démocratie, elle est très vite réglée. C'est 1 euro, une voix. Donc 100 millions d'euros, 100 millions de voix. Vous voyez, pour la même personne. Et donc, il y a là, de toute façon, une impossibilité démocratique dans le marché. C'est-à-dire que le marché ne donne aucune possibilité pour la population de pouvoir intervenir pour elle-même et qu'il y ait un fonctionnement qu'il soit régulé par un fonctionnement démocratique. Alors que l'État, c'est possible. Donc c'est donc ça la différence entre les deux. Alors après, l'autre question est de savoir le fonctionnement des services publics. Les services publics, dès lors qu'ils sont des services publics, il y a une possibilité pour que la population puisse, à un moment donné, par les élus politiques, par des décisions publiques, décider que le service public ira dans telle direction, fonctionnera de telle manière, suivra tel principe. Quand c'est le marché qui le décide, il n'y a plus de service public, il n'y a que des services marchands. Et là, il n'est pas question que les populations, finalement, choisissent quoi que ce soit.
Alors il y a aussi toute la théorie libérale qui consiste à dire que ce sont les consommateurs qui votent. D'ailleurs, c'est les consommateurs qui votent, ils sont contents, ils reviennent. Sauf que les consommateurs solvables votent. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de populations qui, dès lors qu'elles ne sont pas solvables, n'existent pas pour le marché. Le problème, c'est qu'elles existent quand même. Voilà, le problème, il est là. Très bien. Alors, dernière question, puisque nous arrivons au terme de ce quart d'heure de célébrité. Bon, je dois avouer, bien qu'étant l'éditeur de votre livre, qu'il y a évidemment plusieurs choses avec lesquelles je suis en désaccord, et c'est normal. Mais il y a une chose en particulier qui m'a fait sursauter, je dois dire, et je ne suis pas sûr qu'on en ait déjà parlé, c'est l'histoire des clandestins. Parce que quand même, à un moment, vous dites, finalement, les clandestins, il faut les protéger, etc. Mais moi, je suis légaliste, vous voyez, et j'ai tendance à dire, appliquons la loi avant toute chose. Et les clandestins sont finalement des illégaux. Donc, et en plus, il y a un effet pervers à les laisser venir, etc. Vous savez bien que ça peut encourager d'autant plus ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes d'arrachement d'une personne ou d'une famille à sa terre, etc. Donc, et dans des conditions... bon. Donc, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vraiment vous défendez l'illégalité dans ce cas précis? Est-ce que l'illégalité, il pourrait y avoir une exception? Non, la question n'est pas, concernant ces histoires d'immigration, la question n'est pas celle de l'illégalité ou de la légalité. La question, elle est de savoir pourquoi il y a ces migrations et pourquoi, en effet, des hommes, des femmes qui sont attachés à leur pays comme tout le monde, à leur famille, à leurs relations, etc., s'arrachent de chez eux dans les pires conditions possibles, parce que ce n'est pas du tout une partie de plaisir, ce sont véritablement des gens qui vivent des calvaires absolument considérables pour avoir la joie de venir à Paris vider les poubelles ou être dans les arrière-cuisines et maltraités. C'est là le problème. Et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est qu'il y a quand même un paradoxe qui est plus qu'un paradoxe. C'est que d'un côté, on met en place des traités de libre-échange qui détruisent objectivement les conditions de vie des pays de migration, des pays d'origine de migration. Et dans le même temps, on organise l'Europe en forteresse avec tout ce que ça entraîne en termes de malheurs humains considérables, y compris de morts, de gens qui sont noyés dans la Méditerranée, qui meurent dans des déserts, dans des conditions effroyables, alors que précisément, si cette situation est celle-là, c'est parce que enfin plus exactement nos représentants ont une responsabilité dans cette situation-là. Et il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que bien entendu, les clandestins, c'est toujours présenté sur le plan légal, pas légal. Sauf qu'il faut voir aussi l'instrumentalisation qui en est faite. Évidemment, il y a pour un certain nombre de secteurs, comme par exemple l'agroalimentaire, le bâtiment, d'autres comme ça, l'alimentation, où il est très pratique d'avoir des clandestins qu'on ne paye pas, mal. Si jamais ils ne sont pas contents, il n'y a qu'un coup de fil à passer, ils dégagent, etc. etc. Vous voyez, et donc la question qui se pose n'est pas celle de la légalité ou de la non-légalité, mais d'éviter de faire en sorte que cette situation existe, d'une part par des politiques commerciales extérieures qui sont dramatiques, enfin qui sont dramatiques socialement, économiquement pour les gens sur place, et à l'intérieur de nos États ou aux frontières, à mettre en place des régressions considérables des libertés publiques. Voilà. C'est dans ces termes-là que se posent les questions, et pas seulement dans le fait qu'il faut respecter la loi ou pas. Oui. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Donc c'était le quart d'heure de célébrité de Frédéric Vial. Merci beaucoup. Merci, au revoir.